Hey, yo, man! Salut, Jocelyn. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Hey, bienvenue à Boomer, lundi le 23 octobre 2023. Ça fait pas beaucoup de 23, ça. Ça doit être chanceux, ça, des 23 comme ça. À toi et moi, il y en a un. Ben oui. Ben ouais, à toi et moi, il y a une journée chanceuse. Surprise! Personne ne savait ça. Puis, quoi de neuf cette semaine, mon champion? Quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai surtout remarqué que... en fait, je parle de ça depuis le début, là, depuis notre retour, que je m'envoie toujours dans les voitures électriques, les batteries, les voitures électriques, les batteries. Ouais. C'est pas que je fais une obsession là-dessus. Ben oui. Mais oui, je fais une obsession là-dessus. Non, c'est beaucoup de changements actuellement là, qui se passent dans cette industrie-là. Ouais. Et puis, il y a des gros chambardements à venir. Et ce qui m'amène à parler du péril jaune. OK, j'ai hâte d'avoir le lien, là. Ah, le lien est fort simple. Faut d'abord que vous vous en doutez sans doute, mais vous vous en doutez sans doute. Vous vous en doutez. Probablement. Je viens d'une période ancienne. J'ai plus de 50 ans. Alors, j'ai connu aussi... T'aurais pu prendre des chiffres plus hauts. T'as plus que 50 ans, c'est clair, là. De toute évidence. Plus là. que 60, c'est-tu bon pour toi? Ouais, ça, c'est plus adéquat, je pense. Je vais te dire que j'approche de plus en plus sur les 10. Bon. Malheureusement. Parlons des vraies affaires. Ouais, disons les vraies choses. Ouais. Non, c'est que je viens de l'époque où moi j'ai connu, tu sais, les téléphones, le dring, là, de 3 coups, 2 petits coups, puis il y avait 18 personnes sur la même ligne, là. Ouais. Je viens de cette époque-là, c'est-à-dire à quel point que c'est pas d'hier. Mais c'est aussi l'époque où les nouvelles ne circulaient pas beaucoup, et puis il y avait surtout un pays qui était complètement isolé du monde, et c'était la Chine. OK. Et puis, naturellement, les médias faisaient beaucoup de reportages là-dessus, sur le fait qu'on ne savait pas ce qu'était la Chine, que c'était le pays à craindre parce qu'on ne savait pas du tout ce qui se passait là-bas. Et puis, il était déjà à ce moment-là tout près du milliard de population. Alors, c'était comme quand tu connais pas quelque chose, tu as peur, généralement, ou tu crains quelque chose. Alors, comme on ne connaissait pas c'était quoi la Chine, je vous parle des années 60. Là. C'est à cette époque-là, 60-70, qui parlait du péril jaune. Alors, et puis après ça, plus tard, le péril jaune est devenu au Québec. C'est-à-dire que les journalistes ont utilisé ce terme-là, cette expression-là, pour désigner les autobus scolaires parce qu'il y avait eu beaucoup d'accidents dans je pense que c'est des années 80-90. OK. Que quand il parlait des accidents, il parlait du péril jaune, les enfants qui... tu sais, c'était une période un peu sombre pour le transport scolaire, mettons, à cette époque-là. OK. Et puis là, maintenant, on va probablement reprendre cette expression-là avec l'expression du péril jaune par rapport aux autos électriques. OK. Parce que, bon an, mal an, sans trop qu'on le sache, la Chine a investi, d'après ce que je vais vous donner comme chiffre, là, ça vient de l'émission RPM. Là. C'est un chroniqueur de RPM qui donnait ces chiffres-là. C'est une émission sur les autos, sur la sur TV, les là? autos, ouais. Ouais. Et puis, je voudrais bien donner le nom, mais j'ai pas la mémoire des noms du chroniqueur qui faisait cette remarque-là. Ouais. Et puis, attends un peu, là, j'ai un blanc. Je parlais du péril jaune, de ce qui s'en vient. Par rapport aux batteries, là. Par rapport aux batteries. Depuis le début des années 2000, la Chine aurait investi plus de 40 milliards sur la recherche, sur ils ont parié que les autos électriques, ce seraient les autos du futur, alors ils sont mis à travailler beaucoup là-dessus. Bien sûr. Et puis, naturellement, actuellement, c'est Tesla qui était le leader mondial de vente de voitures. Okay. Il y a une compagnie chinoise qui s'appelle BYD. Je ne sais pas si ça se prononce BYD ou Build ou whatever. Ouais, ça me dit quoi, ça? Ça veut dire Build Your Drive. Ça doit se prononcer BYD, puisqu'ils utilisent des termes américains pour désigner leurs choses. Ouais. Et puis, qui maintenant est au coude à coude avec Tesla pour le nombre de voitures électriques vendues à travers le monde. On n'a pas entendu parler beaucoup encore ici,
Mais en Europe, ils commencent à avoir beaucoup une grande crainte du dumping, on va parler dumping en guillemets, là, de voitures électriques subventionnées par le gouvernement chinois d'ailleurs, apparemment. En tout cas, il y aura une grosse enquête là-dessus. Et puis, ils vont envahir le marché européen, puis ils commencent probablement à penser à envahir le marché nord-américain. Bon. Et naturellement, ils ont une longueur d'avance, parce que toujours d'après ce chroniqueur, la Chine est impliquée et détient ou contrôle 64% de la production de lithium à travers le monde. Ah ouais? 64%, ils détiennent 64% du marché. Et puis, ils détiennent 50% du marché des anodes et des cathodes pour faire les batteries aussi. Alors, disons que ça commence à faire craindre les Européens là, qui ont vraiment peur qu'ils arrivent avec des voitures chinoises un peu partout. Et puis, c'est ça. Ils arrivent avec un prix plus bas, avec une grande qualité. Au début, c'était pas terrible. Mais actuellement, là, ce qui s'apprête à débarquer en Europe, c'est 4 compagnies majeures, BID, entre autres, BID, et puis il y en a 3 autres aussi, et puis plus 2 autres qu'on n'a pas entendu, qui sont pas très connus encore. Ouais. Alors, c'est ça. Ils vont envahir le marché européen avec un prix très, très compétitif et des voitures très, très compétitives aussi. Ben, tu sais, ça fait penser, quand les Japonais ont commencé à prendre le marché des autos, là, dans les années 70. En tout cas, moi, je vais dire les années 70, là, c'était peut-être avant aussi. Puis, 70, c'est encore ça faisait dur encore, les Japonais. C'est ça. C'était Datsun, et puis Honda, Toyota. Ouais, c'est ça, mais les voitures, c'était pas vargeux, là, mais ils ont réussi à prendre le marché. À un moment donné, quelqu'un parlait aussi de Hyundai. Tu sais, quand les Coréens ont commencé à faire des voitures, ils sont arrivés avec les poneys, là. Oui, c'était pas les gros chars, là. Non, mais c'était pas cher. Non, mais c'était pas cher. Ça s'est vendu comme des petits péchos au Québec. Oui, mais ils ont réussi quand même, avec le temps, d'améliorer leur façon, leur véhicule, puis maintenant, ils font des bonnes autos, là. Oui. Bon, en fait, je dis pas que la production chinoise ne sera pas de bonne qualité. C'est pas de ça que je parle. Non. Je parle du fait qu'ils vont envahir le marché et ça va un peu nuire aux économies européennes pour les voitures. Ils ont des voitures vraiment pour faire compétition à Tesla et les grosses marques allemandes aussi, là, de même que françaises. Si la place est là dans le marché, là, il serait bien idiot de ne pas la prendre. En fait, c'est normal qu'ils veuillent la prendre, mais sauf que au prix qu'ils vendent leur voiture, les Européens ne peuvent pas accoter ce prix-là. Alors, ils vont prendre le marché de force, finalement. Et puis là, c'est sûr que l'Union européenne veut faire enquête là, pour savoir jusqu'à quel point la production, non seulement la recherche, mais surtout la production actuelle est subventionnée par l'État chinois pour détruire, pas détruire, mais envahir le marché. Tu sais, puis dans des cas comme ça va faire un peu comme avant que les grandes surfaces existent, je parle en termes de rénovation, comme Renault Dépôt, ces choses-là. Avant que ces grandes surfaces-là existent, il y avait toujours des petites quincailleries un peu partout, il y avait en stock tout ce dont tu avais besoin, et même plus, mais jamais en grosse quantité. C'est sûr, tu n'avais pas un gros choix de 18 marques, là, mais tu voulais un marteau, il y avait des marteaux. Toutes les modèles de marteaux. Mais il n'y en avait pas 18 marques différentes. Est arrivé les grandes surfaces qui sont arrivées, eux autres, il y avait beaucoup de marteaux avec beaucoup de marques différentes, jusqu'à ce que toutes les petites quincailleries meurent. De leur belle mort, ils ont fini par monopoliser le marché. Et maintenant, eux aussi n'ont juste qu'une sorte de marteau. Là. Ils n'ont plus 18 sortes de marteaux là, pour faire compétition à tout le monde parce qu'ils sont rendus seuls. Ils ont fait mourir les autres. Et alors, est-ce que l'invasion des véhicules chinois va créer ce genre de phénomène-là? Ça se peut, c'est possible. Puis, tu sais, ce que les gouvernements font, des fois, là, ils vont mettre des
des taxes à l'entrée, des barrières à l'entrée. Là, ils vont ajouter des taxes, ils peuvent limiter là, les importations. Il y a plein de choses qui font. Les Américains font ça. Il faut que ce soit Buy America. Il faut que ce soit fait aux États-Unis. Même Hyundai, qui a des modèles de voitures qui vont être ici. Je me souviens pas de quel modèle, là, mais il y a une voiture qu'ils ne pourront pas vendre aux États-Unis parce qu'elle va être produite seulement en Corée. Okay. Mais on va en avoir au Canada parce qu'on n'a pas cette restriction-là que les Américains ont. Alors, mais c'est pour ça que si les Chinois veulent envahir le marché américain, ils vont devoir s'installer aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont les laisser faire? Donc le lien avec le péril jaune. Le péril jaune, c'est que ça met en péril le marché des automobiles électriques. OK. Ben, ça, c'est ça. En fait, en péril ou non. Pas en péril, mais en fait. Maintenant, non, c'est pas en péril maintenant, mais ça augure bien mal pour ceux qui n'ont pas capable de suivre la parade. Écoute, ils la suivront. Non, mais c'est plate ce que je dis, mais quand même, tu sais, à quelque part, si on veut finir sur la filière batterie, ben si on fait, là, la lumière de ce que j'entends, c'est qu'on serait peut-être un petit peu en retard, c'est les Chinois, parce qu'ils ont déjà un peu d'avance. On est très en retard. Mais si on embarque là, puis on s'en sort, pas pire, on va pouvoir embarquer dans la parade, peut-être? Tu penses, ouais? En tout cas, ça ou un pont à Québec. Non, je suis pas un économiste averti, ni un devin ou quoi que ce soit. Là. C'est juste que je me pose la question. Il va falloir faire attention. Peut-être va falloir voir à protéger notre marché. Oui, bien, protéger le marché. Il y en a qui ont des préoccupations environnementales aussi, hein, par rapport à ça, là, par rapport à la fabrication de batteries, puis, tu sais, où est-ce que... puis je ne m'y connais pas, là, hein, je n'irai pas trop loin là-dessus, mais tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, il n'y a pas eu d'études du BAP, là. » Ah, OK, pour l'usine de batterie à L'usine de batterie, oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, on ne sait pas c'est quoi les impacts environnementaux, mais qu'est-ce que tu veux? On va le vivre. En parlant d'impacts environnementaux, si on change de sujet... Allons-y. À Rouyn-Noranda, j'ai entendu ça à la radio un matin, il y a des gens qui vont faire une action collective contre le gouvernement puis contre les entreprises pour le stress qui est généré dû à l'émission d'arsenic. Oui, je me souviens plus, c'est quelle compagnie déjà qui est là, qui promet mer et monde, qui réalise absolument pas ses promesses? J'ai oublié le nom de l'entreprise. Ah, c'est plate, mais c'est, tu sais, il y a des émissions d'arsenic, puis ils ne respectent pas les normes environnementales ou les seuils maximum, puis ils ont des passe-droits, puis ils ont plein d'années pour pouvoir en revenir dans le temps, pas revenir dans le temps, mais corriger les problèmes. Fait que, mais là, ils ont parti avec un recours collectif, là, tu sais. Puis tu sais, le recours collectif, là, c'est pas pour de dire, ah oui, on va prouver que c'est moi qui t'ai rendu malade avec l'arsenic. Non, c'est pas ça. Je pense que moi, ce que je comprends du recours collectif, c'est que je sois malade ou pas malade, là, c'est le stress engendré par le fait que je pourrais peut-être l'être malade. Puis ce que j'entendais à la radio, c'est que ça disait, il y a de la jurisprudence dans ce sens-là. Là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas parti de nulle part là, pour aller là, puis ça risque de coûter des milliards, là, tout ça, si ils gagnent leur affaire. Les gens, là, je pense qu'ils reculent jusqu'à les gens qui ont habité à Rouyn-Noranda depuis 1991 parce qu'ils ont des données fiables par rapport aux émissions d'arsenic. Okay. Puis quelqu'un qui aurait habité là tout ce temps-là, à telle distance, là, mettons, là, il pourrait avoir jusqu'à 500 000. Hein? Oh boy, ça, c'est ce que tu peux déposer une demande de recours collectif, mais il faut que ce soit accepté. Ben, c'est ça. Est-ce qu'elle est acceptée ou c'est juste en démarche de s'en aller faire une demande de recours collectif? J'ai pas tout le détail, mais en fait, ça risque de faire brasser la bebelle là-bas, là, dans le sens que l'entreprise sont supposées faire des efforts pour réduire leurs émissions d'arsenic, mais moi, des fois, je me mets à la place. Il y a deux poids là-dedans, il y a deux affaires. Les gens qui habitent là, ils font des gros salaires, là, ceux qui travaillent là. Fait que ça fait vivre la ville, là, cette affaire. Ça empoisonne le monde, peut-être, mais ça fait vivre les gens, ça fait vivre la ville. Puis si la compagnie, elle se fait poursuivre, puis le gouvernement se fait poursuivre, puis ils perdent, ils vont peut-être fermer la boutique, là. Avec les chiffres que tu sembles avancer, c'est sûr qu'ils vont fermer boutique s'ils perdent, mais
faut d'abord que, en droit, cette demande de recours collectif soit acceptée. Là. Ça. Je me souviens plus, c'est la Cour supérieure qui doit l'accepter. Ça doit. Je pense que c'est là. Mais... C'est pas gagné d'avance. Mais... Non, je n'avais pas entendu parler de ça. Je sais que les émissions sont... si c'est 3% qui est acceptable, je pense que c'est 36% que c'est... 36 par... En tout cas, c'est une proportion comme ça. Là, c'est 100 fois plus que la dose permise. C'est ça. Ce qu'ils subissent. Puis ils dealent avec le gouvernement, puis ils ont des passe-droits, puis ils respectent pas la norme, ils ont tant d'années pour la respecter, puis regarde, si ça marche aujourd'hui, ils vont étirer la sauce, puis ils vont se rendre aux 7, 8, 10 ans qu'ils ont dit qu'ils prendraient pour s'adapter, puis rendu là, bon, on l'a pas fait, on n'est pas rendu. La technologie n'existe pas, ou ça coûterait trop cher. Si tu veux, on s'en va, puis on ferme la ville. Ben, c'est ça, mais il y a déjà une ville comme ça au Québec qui a été fermée. C'est quelle ville? C'est Mulroney. Il y a un lien avec Mulroney. Il y a Murdochville. Murdochville, c'est cette ville-là qui a été... Il y en a une, mais elle renaît de ses cendres. Là. Mais mais il y a une ville qui a été complètement rayée, là, qui n'existe plus. Là. Ah, OK. Non, ça, je peux pas te dire, je sais pas. Ils ont enterré les maisons, ça finit là. Ah, bon. Non, c'est sûr. Mais parce que la mine était fermée, là, j'imagine, ou... Je me souviens pas. Bon. C'est pas Fermont, ça, c'est sûr. Non, Fermont, ça existe encore, là. En tout cas, faudrait... Ma mémoire, c'est une faculté qui oublie, puis elle a beaucoup de facultés de ce temps-là. Fait que, à part de ça, le péril jaune, là, ça veut dire que c'est-tu parce qu'on a peur de l'inconnu qu'on dit le péril jaune, là? Ben, à l'époque, c'était ça. Okay. C'est pour ça qu'il disait cette expression-là était partie avec le péril jaune, et puis parce que la Chine était complètement hermétique, comme c'est quoi, la Corée du Nord actuellement, là, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe là, puis on est peut-être mieux de ne pas le savoir parce que ça serait décourageant sur la nature humaine. Là. Mais c'est ça, c'est parce que c'était un grand inconnu. Tu sais que c'est pas longtemps après la crise des missiles à Cuba, là. Tu sais, où on est passé à 2 doigts d'un affrontement nucléaire, mais vraiment à 2 doigts, là, c'était très près. Et puis, c'est ça, les gens étaient dans la hantise de ça. Il y avait cette peur ambiante là, à l'époque. C'est pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est 45, ça finit. On parle de 20 ans plus tard. 20 ans, c'est court. Oui, c'est court. Les gens n'ont pas eu le temps d'oublier la peur, toutes les émotions ressenties à ce moment-là. Alors, c'est pour ça qu'ils avaient utilisé l'expression « péril jaune ». Mais les Chinois n'étaient pas une menace à cette époque-là parce que c'était Mao qui régnait à ce moment-là, parce qu'on ne parle pas de président, on parle de règne de Xi Jinping là, actuellement. C'est pas un empereur, mais pas loin. Là. Alors Mao, c'est un peu la même chose. Mao Zedong. Mao Zedong. Mao Zedong. En tout cas, Mao, on va dire. Mao Zedong. Ça, c'est l'époque où je me souviens, quand j'étais jeune, tout le monde avait son petit livre rouge. J'en avais un. Je sais pas si je l'ai gardé ou si je l'ai jeté. Bon, enfin, on avait tout le communisme sociétal en tête, là, comme la panacée. Là. C'était la solution à tout, puis que c'était plus juste pour tout le monde, mais on sait que tous les régimes communistes ont fini en dictature, mais vraiment là, moi, je me souviens, au plus haut point. Quand j'étais plus jeune, il y avait puis surtout... Che Guevara? Non, il y avait, quand il y avait les élections, là, il y avait les partis communistes, là, puis le parti... les socialistes, Marxiste-léniniste. Puis dans ce temps-là, il faisait pas la propagande en ligne. Là, il y avait des petits journaux, là, puis il passait des tracts, puis... Ça ressemblait aux les petits feuillets du journal Vers demain, là, que les bérets blancs passaient. Là, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Mais ton petit enfant, le petit livre rouge, moi, ça me dit rien, là. Le petit livre rouge, c'était... fallait que tu te le procures. C'était une petite affaire. C'était sur les pensées de Mao. Je pourrais pas vous en citer une seule, je me souviens pas de l'avoir lu. OK, bon. Moi, je me souviens, il y a un gars à TV, Patrice Lécuyer, il faisait un show de télé, là, puis il faisait tout le temps des allusions à Confucius.
Ah ouais, Confucius. C'est pas des ça. allusions, mais il faisait des maximes, il disait comme Confucius. Je sais pas si c'était vrai que c'était Confucius qui disait ça, là, mais il disait souvent, là, comme le disait Confucius ou ainsi de suite. Là. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Non, je sais bien, mais c'est le chinois que je connaissais. Confucius, le seul C'était un philosophe, ça, maxime, la seule maxime que je me souviens de Confucius, c'est si quelqu'un parle en mal des autres en ta présence, ne te demande pas de qui il parle quand t'es pas là. Ah ben ça. Grosso modo. C'est assez évident. C'est assez évident. C'est des évidences. Là. Ah ouais, mais c'est assez évident. Confucius, c'était un penseur, un philosophe, OK. Un érudit. Un de l'époque. érudit. Bon, c'est bon, ça. À part de ça, tu as parlé de la bombe tantôt, puis de la bombe, puis de la guerre. Ça me fait penser que j'étais allé voir, maintenant il doit même plus être au cinéma, mais j'étais allé voir le film Oppenheimer. Mon Dieu, je ne l'ai pas vu encore. Faut que je vois ça. Là. Ouais, c'était vraiment bon, ça, cette affaire-là, d'Oppenheimer. C'était vraiment un bon film. Fait que c'est ça. À part de ça? Ben, Oppenheimer, moi, j'ai entendu une interview avec un docteur de l'Université du Québec à Montréal qui est dans ce domaine-là. Ouais. Là. Et puis, lui, il disait que 90% du film était proche d'une réalité, que c'était vraiment intéressant, intelligent et bien fait, mais qu'il y avait un petit 10% sur lequel il y avait comme un bémol à mettre là-dessus, entre autres, parce que, je le cite lui, là, moi je l'ai pas vu le film, je peux pas vous dire que c'est ça ou pas, mais que Einstein passait un peu pour un érudit, un hurluberlu un peu farfelu, là, un peu savant fou, là. Ouais, ben c'est... Il trouvait que c'était un peu déplacé. Ouais, OK. Mais des choses du genre, mais que... Mais c'est pas un film sur Einstein, c'est un film sur Oppenheimer. Oui, mais Einstein doit être dans le film. Oui, Einstein est dans le film. Puis moi, je veux pas c'est la représentation qu'il donnait d'Einstein qu'il n'a pas aimé. Là, OK, il n'a pas aimé ça. Mais tu sais, quand il dit que ça représente pas mal 90% de la vraie affaire, mais c'est quand même pas pire parce que souvent, c'est romancé, les histoires, là, puis c'est adapté. Fait que 90%, c'est quand même bon, là. Oui, c'est pour ça qu'il faut absolument que je le vois. C'est plus que... à 90%, c'est plus clair que l'attaque sur l'hôpital là, à Gaza. Tu sais, quand que... t'as pas entendu ça, une nouvelle? Tu sais, quand il y a eu l'attaque sur l'hôpital, là, ben, il disait qu'il y avait comme 500 morts. Puis après ça, ben, il n'y en avait plus 500. Là, puis la bombe, elle serait pas tombée sur l'hôpital, elle serait tombée dans le parking. Puis en tout cas, c'est ça. Fait que c'était la nouvelle trafiquée? Apparemment. On entend beaucoup ça dans les médias, là, c'est que on sait pas ce qui se passe là-bas, puis il y a des gens qui font des jugements, puis ils prennent position sur des affaires qui savent pas ce qui se passe. C'est dur à dire. C'est de la propagande, hein, qu'on appelle ça. Et de la désinformation, peut-être? La désinformation à des fins de propagande. Bon, ben tu vois, j'ai dit deux beaux mots. Bravo! Ben merci. Merci. Mais ça, c'est pas mal plate. Ce qui est terrible, c'est toujours dans les guerres, c'est toujours... Ben, c'est tout le monde. Là, c'est les gens innocents qui veulent... Tu sais, qui font pas partie de cette mouvance-là, là. Comme le Hamas. Le Hamas, il prend en otage la population de Gaza aussi, là. Ouais. Pour faire ces attaques terroristes-là, parce que c'est de ça qu'on parle. Là. Ouais. C'est beau avoir des revendications, puis en vouloir à l'armée israélienne, mais de là à débarquer dans un festival de musique et puis assassiner tout le monde, tirer à bout portant là, tout ce qui bouge, c'est une autre paire de manches. Là. C'est vraiment pas... les gens qui étaient là, les gens qui ont été victimes ne sont pas probablement impliqués politiquement, ni d'un côté, ni de l'autre. Ils étaient là pour un festival musical. Alors, c'est un peu ordinaire, mettons. Mais ce qui est un peu terrible, on dit, les civils n'ont rien à voir là-dedans, puis il faut protéger les civils, puis je suis bien d'accord avec ça, puis il ne devrait pas avoir de victimes civiles. Mais même les militaires, là, à moins d'être un fanatique fini, là, toi, si t'es militaire, là, c'est quasiment comme un civil. T'en veux pas, toi, cette guerre-là. C'est juste que ta job, c'est d'aller faire la guerre. Ta job, c'est de suivre les ordres. De suivre les ordres, tu sais. Fait que c'est quasiment comme sacrifier des civils, là. Oui, absolument, absolument. Mais c'est toujours... il y a toujours une bonne raison, là, comme... je ne sais pas qu'est-ce qui peut les motiver. Eux, du côté d'Israël, c'est d'occuper le plus de territoire possible. Ouais. Et puis, les Palestiniens, de récupérer le plus de territoire possible. Ouais.
Mais où c'est incompatible, c'est parce que c'est le même territoire. C'est la même place, c'est la même surface que les deux veulent avoir. Ben, c'est souvent ça, la chicane, là. C'est des affaires de territoire, là. Oui. C'est les Russes sur l'Ukraine, là. C'est ça aussi, là. Ah, mon Dieu, ça, Ben, c'est une mais autre affaire. Mais c'est souvent ça, les guerres, hein? C'est question de reprendre le territoire. Les guerres ne sont jamais faites par ceux qui les décident, hein? Parce que s'ils faisaient la guerre, ils ne décideraient pas de faire la guerre. C'est ça le problème. Je comprends pas. Prends Poutine et envoie-le sur le terrain. Ouais. Peut-être que ça ne tentera plus de faire la guerre. Ouais, Poutine, il a peur de son monde. Je sais pas. Ben, tu sais, quand on voit. Paranoïaque et complètement isolé. Mais je sais pas. Mais comme Staline l'était. Mais non, mais tu sais, au début, là, on le voit plus, Poutine, là. Mais tu sais, au début des affrontements, là, tu le voyais, il était au bout d'une grande table avec son monde, là, il était tout seul, il s'isolait, là, puis il avait peur de tout le monde, là, j'imagine, là. Ah, il recevait les dirigeants étrangers chacun au bout de la grande table. Puis je pense que même ça gagne, là. Ah, je sais pas. Je pense mais à que sa oui. place, j'aurais peur, moi. Ben oui, c'est ça. Mais à part la guerre, y a-tu du positif à quelque part qui se passe? Ben, oui, sûrement. Hey, c'est pas ça qui nous a marqué cette semaine, mais... Non, mais moi, il y a quelque chose, par exemple, puis on va en reparler probablement quand on l'aura vu, mais j'ai vu en fin de semaine à la télé un humoriste qui a fait un je sais pas si c'est un reportage ou une série télé, là, il s'appelle Mathieu Cyr. Puis je pense que ça s'appelle Devenir gourou. Fait que lui, il a fait semblant qu'il s'en venait comme un gourou. Puis il a embarqué du monde là-dedans, puis il va avoir une émission là-dessus, là, Devenir gourou. Peut-être que j'invente le titre, mais je sais qu'il y a gourou dedans. Je sais pas si c'est Devenir gourou. Je pense que c'est Comment devenir gourou. Ah, c'est Comment devenir gourou. Bon, parce que je suis pas sûr, là. Parce que j'ai lu un livre aussi, Devenir complotiste, où j'ai vu d'autres. Tu sais, puis je me disais, il a juste changé le mot complotiste pour gourou, là, tu sais. Je sais pas. Ben, ça doit être ça. Puis en tout cas, moi, j'avais hâte de voir ça, avec tout ce qu'on a vécu, de tous les trucs de complotisme là, pendant le temps de la COVID. Les gens qui ont parti leur secte de protestation sur liberté. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, cette affaire-là. Il a embarqué du monde là-dedans. Puis quand, tu sais, on parlait de ça tantôt avant l'enregistrement, je me disais, avant, là, les gourous, il fallait qu'ils travaillent fort pour pogner le monde, là. Oui, mais il y en avait moins, mais il était encore plus fanatique. Parce qu'il pouvait plus les isoler. OK. Tu sais, le Jones, là, qui est allé assassiner 200 personnes aux États-Unis. C'est un Américain, il a amené tout son monde, je ne me souviens plus dans quel pays. Là. OK. Et puis, il y a un gouverneur américain qui a été vérifié, voir si ça se passait vraiment comme il faut, puis nanana. Puis, à un moment donné, Jones, quand il s'est rendu compte qu'il perdrait ses droits, ses subventions, ou sa secte, je sais pas quoi, ben il a assassiné tout le monde. Et tout le monde a été empoisonné. Waco? C'est ça? C'est-tu? Non, ça c'est Waco, c'est une secte religieuse. Au Texas, hein, ça? Au Texas. OK. Mais Jones... ça me dit de quoi, ça pourrait non, mais on parle des années 70, là. OK. 70, début 80. OK. C'est pas en Afrique, quelque part, non? Non, en Amérique du Sud. Ah, en Amérique du Sud, bon, tu vois. Quelque part en Amérique du Sud, il avait amené toute sa secte qui était aux États-Unis, il l'a amené toute là-bas, puis les gens vivaient en vase clos. Et puis, il y a les familles de ces gens-là, ils demandaient au gouvernement américain d'aller faire enquête. Il y a quelqu'un qui a été faire enquête. Et puis, Jones, quand il s'est rendu compte que, ça serait fini pour sa suprématie sur sa gang, le gars, il est pas retourné aux États-Unis. Je me semble que le gouverneur a été assassiné puis que toute la secte avait été éliminée par empoisonnement. Il me semble que c'était ça, mais... OK. On discute à bâton rompu. On n'a pas de préparation. On n'a pas fait de recherche pendant toute la semaine pour vous parler de ça. Là. On fait juste jaser. Puis de ce que je parle et de ce que lui parle, on ne se l'est pas dit d'avance. Il a parlé tantôt de Mathieu Cyr. Moi, j'ai trouvé génial qu'il ait fait une chose semblable. Ça va peut-être réveiller bien du monde qui se sont sentis se faire embarquer dans des combines un peu spéciales, là, genre... complotiste pour ne pas le nommer, là. Mais ça va peut-être réveiller des gens, commencez à penser par vous-même. Hein? Il me semble que ça serait le fun. Les réseaux sociaux nuisent à cette forme de pensée-là. Les gens finissent par se faire pogner par une phrase, quelqu'un qui est plus charismatique que les autres. Il y a des gens qui le sont naturellement, je ne sais pas pourquoi.
Ils devraient pas, mais ils l'ont. Ouais. Et puis, voilà, les gens se font embarquer. Fait que, il y a peut-être une couple de personnes qui vont se faire réveiller, se rendre compte que, oh là là! Non, mais il faut que tu veuilles te faire réveiller pour te réveiller, là. Si tu veux pas, là... Si tu veux pas entendre rien qui s'oppose à ce que tu penses, ben c'est sûr que tu te réveilleras pas. Tu te réveilleras pas, puis tu vas même trouver des contre-arguments pour montrer que tu as quand même raison, puis qu'il y a ben oui. là. Ben oui. Fait que, mais c'est tout à fait normal. Ouais, la libre pensée, ça implique aussi que faut que tu laisses les gens être ce qu'ils sont. C'est ça. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, cette affaire-là, moi. Puis, tu sais, le gars, c'est un humoriste, mais je pense que c'est sérieux, là, son show, là. Ben, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il a de l'air d'être un hyperactif, là, Ah ouais? assez convaincu. Il a fait une série sur les planches à roulettes, là. Le rouleau roulant? Ouais, mais ça porte... C'est quoi le nom de ça, maintenant? Skateboard? Skateboard, c'est ça. Ouais. Ouais. Il faisait... Je sais qu'il a fait une série qu'il allait faire du skate dans tous les pays du monde. Ça, OK. c'est des émissions qu'il avait présentées. Je me souviens pas quel canal, là. OK. Mais les canaux officiels, là, que... Skate the World, je pense. OK. Skater à travers le monde. Je sais pas c'est quoi le titre de son chose. Mais non, c'est un humoriste qui a travaillé très fort, qui est quand même assez connu, là. Mathieu Cyr, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose. Oui, sûrement. Et puis, non, moi, j'ai trouvé ça génial qu'il y ait eu cette idée-là de démontrer que c'est possible de se faire avoir, finalement. Ah, ben même si... tu sais, je sais pas si tu viens du temple solaire, l'ordre de l'OTS. Oui. Mais c'était pas des deux de pique, là. Non. C'était des dirigeants d'Hydro-Québec. Bien sûr, qui sont tous suicidés aussi, là. Oui. Enfin, tout le monde est susceptible un jour ou l'autre. Je sais pas, tu traverses une période creuse, il t'arrive un choc émotif quelconque, et puis ton système de pensée, tu deviens vulnérable. C'est ça. Et puis, il arrive la personne, ou pas la bonne, mais la mauvaise personne qui arrive au mauvais moment. Puis qui dit ce que tu vas entendre. C'est ça. Ou qui te convainc. C'est ça, qui trouve la clé de ta faiblesse et puis qui ouvre la porte. Ouais. Puis si ça marche avec toi, ça marche avec un autre, fait qu'il en trouve d'autres. Ouais. Puis si tu réussis à te faire convaincre, ben tu vas défendre l'idée auprès des autres. Tu vas essayer de convaincre les autres pour te sentir plus conforté avec ta pensée. Ouais, puis avec les réseaux sociaux, hein, on parlait de, comment ils appelaient ça déjà? J'ai oublié des bouts par rapport à dans le temps de la COVID, ils appelaient ça une chambre d'écho. Une chambre d'écho. Une chambre d'écho, ouais. Ça voulait dire que, ils appellent ça une chambre d'écho, c'est que tu es dans un mood de ce que, quand tu fais des recherches sur quelque chose, ben, la machine, avec les algorithmes, là, ben, elle sait que tu fais des recherches là-dessus, puis elle t'envoie des messages en lien avec ça. Fait que tu te retrouves dans un environnement là, dans les réseaux sociaux et dans l'information que tu cherches qui confirme que ce que tu penses, même si c'est de la désinformation ou si c'est pas exact, mais tu as l'impression que tu es correct parce que tout le monde autour de toi il pense comme toi. Là. Ah, ça veut dire si tu, je sais pas, moi, tu fais des recherches sur la longueur des moustaches, puis il va t'envoyer tous les gens qui vont avoir la... Mais, non, c'est un peu déplacé comme exemple. Non, mais les algorithmes, ça fait ça. Tu sais, quand tu vas sur Facebook ou tu vas sur Google ou tu fais des recherches, là, ils savent ce que tu regardes, puis ils t'envoient ce que tu veux entendre, là. Fait qu'ils t'envoient de l'information, ils t'envoient des publicités, ils font les recherches en ligne. Tu sais, moi, je vais aller sur Google, là, puis probablement, je vais faire une recherche, puis toi, tu vas en faire une, puis on n'aura peut-être pas les mêmes résultats, là. Mettons que, là, tu es en train de me dire que si je fais mettons sur la grosse controverse sur les tours du World Trade Center. Ouais. Bon. Et, je sais que j'ai vu passer un moment donné qu'il n'y avait pas d'avion, que c'était des montages, puis que c'était de la pas de la démolition, mais de l'implosion, pas des explosions, mais de l'implosion, que les étages avaient sauté un après l'autre pour qu'ils s'écrasent l'un sur l'autre jusqu'en bas. Puis il avait aussi trouvé un ingénieur pour démontrer par A plus B que ces tours-là ne pouvaient pas s'affaisser de cette façon-là. Ouais. Et puis qu'il y avait eu d'autres destructions dans les jours subséquents autour des tours de la World Trade Center qu'on n'avait pas entendu parler. Okay. Mais qui avait peut-être existé, je ne le sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais si je me mets à regarder des affaires de même, puis quand dessus, j'ai eu plusieurs informations connexes, là, tu es en train de m'expliquer que si je veux absolument trouver
des informations sur la fausseté des attaques des World Trade Center, qu'ils vont me nourrir avec des affaires de même. Je ne sais pas s'ils vont te nourrir avec ça, mais les algorithmes, quand tu fais des recherches, il va te donner de l'information sur ce que tu veux avoir selon les recherches que tu as faites. Si tu te retrouves dans des... Moi, c'est ça que j'entends des chambres d'écho. Tu sais, dans le temps de la COVID, là, si le monde se mettait ensemble, là, on disait pourquoi il y en a autant de complotistes, pourquoi ils les croient, puis tout. Mais ils se retrouvent à faire des recherches, puis ça les conforte dans les recherches qu'ils font. Puis là, quand ils font des recherches ou qu'ils embarquent dans des groupes et tout, tout le monde dit la même affaire. Puis faites vos recherches, mais moi, j'ai fait les autres qui font leurs recherches, puis ils se retrouvent avec les réponses qu'ils veulent avoir. C'est un peu ça, je pense, l'idée des chambres d'écho, là. C'est que tu te retrouves dans de l'information qui est vraiment en lien avec ce que tu penses, en fait. Fait que c'est les gens se retrouvent ensemble, là, puis ils échangent là-dessus, puis ils ont l'impression que c'est vrai, parce que quand ils cherchent de quoi, ils ont la réponse de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils ont vu à quelque part. Ils disent, moi, je pense que ça, la COVID, ça n'existe pas, tiens. Fait que, tu sais, à force de faire des recherches là-dessus, puis ils tombent sur des affaires de COVID qui n'existent pas. C'était ça un peu dans le temps de la COVID, je pense, là, moi, par rapport aux chambres d'écho. Fait que c'est ce qui fait que des énergumènes comme Alex Jones aux États-Unis... C'est ça son nom, Alex, tu l'as trouvé? On cherchait tantôt, c'était qui, Jones? Non, moi je te parle pas. Pas lui? Celui qui a assassiné sa secte, là. C'est un autre Jones, OK. Non, le gars, il est mort aussi avec la gang. Là. Il est mort à ce moment-là, lui aussi. OK. Mais non, Alex Jones, il est encore très actuel. C'est l'affaire, le gars du Pizzagate, là? C'est lui que, oui, entre autres, l'histoire du Pizzagate. Des pédophilie, puis tout ça. Ouais, parce que, ça, naturellement, c'est tout le parti, pour lui, le Parti démocrate, c'est tous des malades, c'est des pédophiles, ils font du trafic d'enfants, puis il en parle encore des affaires de même. J'ai vu passer à travers monsieur Daniel Pilon, qui... Dan Pilon? Dan Pilon, ça te dit quelque chose? Oui, en tout cas, j'ai tombé par hasard là-dessus aujourd'hui. Ça faisait partie des fameux complotistes là, dans le temps de la COVID. Pourquoi que c'est arrivé sur mon cellulaire. C'est ça, une chambre d'écho. Parce que tu cherches des affaires là-dedans, t'es dans ces gangs-là. Là. Mais je cherchais absolument pas ça. Puis je suis tombé là-dessus. Non, mais il y en a une couple comme ça qui pop de temps en temps. Ah ouais. Il doit y avoir quelqu'un que je connais qui suit. Ça peut être ça. Fait que, étant donné que je suis ami Facebook avec, que je ramasse ça sur mon chose parce que j'ai aucun intérêt pour des gens comme ça. J'allais dire imbéciles. Oui, je vais le dire. Imbéciles. Comme Daniel Pilon ou qui adule Alex Jones qui naturellement il s'est fait poursuivre et il a perdu en cours. Il doit 1,5 milliard aux familles d'une... Il y a eu une tuerie aux États-Unis. Oui, puis il disait que c'était pas vrai, que c'était tout un frame, là, puis c'est organisé par les démocrates pour contrôler les armes à feu aux États-Unis. Il y a une affaire d'une fusillade dans une école, hein, je pense. Oui, Sandy Hook. Sandy Hook, quelque chose genre. Non, c'est pas sûr que c'est ça le nom, là, je mélange. Sandy Hook, je pense que c'est une plage. Les familles l'ont poursuivi, ils l'ont emmené en cours, puis naturellement, il a contesté avec l'argent des autres, probablement, parce que c'est comme tous ces gourous-là, ils se font donner de l'argent. En fait, c'est comme des curés de l'époque, ils veulent se faire vivre sur... Oh bon Dieu, c'est rough, là. C'est comme les télévangélistes américains, là, tu sais, qui reçoivent... Appel. Ouais, appel, donne-nous de l'argent, faut sauver notre satellite. J'ai vu ça, Save Our Satellite. Ils faisaient des télétons et des télévangélistes américains, je me souviens plus de son nom, le gars, là. Ouais. Ils faisaient des télétons pour sauver leur satellite de communication pour pouvoir continuer à envoyer la bonne nouvelle à tout le monde dans le monde. Ben moi, j'ai entendu récemment là, que sur les réseaux de télé, Internet, là, il y a des sites avec des télés privées là, qui sont des affaires religieuses, puis ça marche en gros. Là. C'est bien fort. Là, on se porte une religion? Si on se prend une religion, on ne paye plus d'impôts, hein, c'est ça? Ben oui. La loi n'a pas changé. J'ai aucune idée. Mais je sais qu'à un moment donné, quand tu es enregistré comme organisme religieux, là, tu ne payais pas d'impôts, il me semble. Non, allez, je me demandais si ces lois-là avaient changé. On parle de l'entente de jadis, là. Ouais, mais... Je sais que quand j'étais jeune, la religion menait toute, là, c'était... fallait tout passer par là, c'était... T'avais toi, gourou. Hein? Gourou, tu serais bon, gourou? Gourou de quoi? Je sais pas, toi quelque chose, man.
Attends un peu, on va y passer, on va essayer de trouver, on va partir une chambre d'écho. Une chambre d'écho, c'est ça, on va avoir une chambre d'écho. Fait que si vous allez... Il va y avoir de l'écho en bas, c'est parce qu'il y a de l'espace. Si vous nous écoutez là, sur Boomer, là, puis vous avez des amis là-dedans qui voient que vous nous écoutez, ben là, ils vont commencer à recevoir des messages là, de Dan Pilon. Puis là, ils vont se demander pourquoi on reçoit des messages de Dan Pilon, c'est parce que vous êtes dans la secte des boomers. Yes! Yeah. Ça va être notre secte? Ben ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Puis il y en a beaucoup pour ça, des boomers. On a juste dit qu'on est la secte boomers, puis on va être des millions et des millions. Ben les boomers, ça va être bientôt 25%, si c'est pas déjà 25% de la population. Hein? Ah ouais, sûrement. Ils vont disparaître, ce sera pas long. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, le gouvernement va passer des lois sur... pas l'euthanasie, mais le départ volontaire, mettons. Ben là, c'est déjà là. Faut que tu sois malade, par exemple. Moi, c'est pas pareil. Oui, mais ça va aller plus loin parce que arrête, toi. Les vieux, ça coûte cher. Aïe, aïe. C'est terrible ce que tu dis là, mon gars. Mais c'est ça pareil. Ouais, je sais bien. Là, c'est ça pareil. Ils vont libéraliser les fins plus rapides. Ben voyons. Je vous le dis. Aïe, aïe. Non. On va partir une conspiration pour dénoncer le laxisme du gouvernement sur les fins précipitées de nos aînés. Ben voyons! Hey, c'est terrible. Moi, je pense qu'on va arrêter ça. Il commence à délirer, là. Hey, c'est l'automne. On va aller en prison. Ben oui. Ouais, là, on va avoir la GRC sur le dos. Là, ils vont commencer à nous enquêter. Hey, c'est des farces, là. On pense à rien de ça. On fabule, on invente, là. Non, mais... tu sais, si quelqu'un veut pousser à l'extrême le fait que la dignité, mourir dans la dignité maintenant, c'est de plus en plus possible, ben, il dirait ce que je viens de dire. Ouais, je sais bien. Tu sais, juste pour vous avertir, laissez-vous pas pogner. ouais. Mais à quelque part, tu sais, c'est là, moi... C'est du sarcasme, là. Oui, j'entends. Puis, tu sais, tu fais rien avec l'aide médicale à mourir. Puis là, pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, ben... Bon, à un moment donné, il fallait que tu aies une mort imminente, là. C'était pour abréger les souffrances, hein, appelons-le comme ça. Il y a aussi d'autres façons, hein, je pense, d'abréger les souffrances, là, sans l'aide médicale à mourir. Tu sais, quand les soins palliatifs. Oui. Il y a des soins palliatifs. Non, mais les soins palliatifs, c'est donné aux gens généralement atteints de cancer. Ouais, et puis qui sont en fin de vie avec aucune rémission possible. Sauf que le gars de surprise, il était en soins palliatifs. Il est sorti de là avant de faire surprise. Béliveau, qui s'appelait? Ah ouais? Oui, il était en soins palliatifs à Belleuil, il me semble. Okay. Et puis, finalement, il s'en est sorti, puis il est devenu très riche avec surprise. Ah ouais? Oui. Sa notoriété s'est faite après. C'est miraculé. Elle est sortie. Oui, c'est miraculé. OK. Mais, je savais pas ça. Marcel Béliveau. Il me semble que c'est ça son nom. Oui, c'est sûr que c'est ça son nom. Oui, ça, c'est certain que c'est ça son nom. Mais oui, les soins palliatifs, ça, c'est les gens qui sont en fin de vie, là, carrément, qu'il n'y a aucun espoir. Là, que... Mais je pense pas que la règle là, va changer par rapport aux soins de fin de vie, là, de dire, regarde, mettons, moi, je dis, j'ai 90, puis j'ai, hey, gars, j'ai fait une belle vie, j'ai pas de maladie, j'ai pas sur le point de mourir, mais je pense que c'est le temps que je m'en aille, puis je m'en vais. Ça marchera pas, là. À quelque part, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu sois malade. Jusqu'à maintenant, ce que tu viens de décrire, ça n'existe pas, c'est pas permis. Ça s'appelle le suicide. Oui. L'euthanasie assistée ou le suicide assisté ou whatever. Mais la loi vient de changer cette année que tu peux maintenant, auprès de la RAMQ, mais je vérifie, là, je suis pas sûr de 100% de ce que je vais dire, mais je crois que la loi a changé, que tu peux maintenant faire le choix de ta fin de vie, dans le sens que s'il m'arrive, je sais pas, un AVC, et puis que je vais rester légume, mais tu peux déterminer maintenant, puis ça va être versé dans ton dossier médical. Et Barrette n'a pas fait juste la marde. Hein? Quand il a été au ministère de la Santé, il a réussi à faire que tous les dossiers, là, tous les systèmes informatiques soient compatibles à la grandeur de la province. Ah, ça marche, ça?
Oui, ça marche. Ah, OK, cool. Mais avant Barrette, ça n'existait pas. Chaque région avait son propre système, puis personne ne voulait changer, puis les systèmes n'étaient pas compatibles, ils ne pouvaient pas s'adapter l'un à l'autre. OK. Fait que les dossiers médicaux, ben, tu en avais un ici, un là-bas, Maintenant, tu en as un, puis qui vous couvre. Puis tout le monde y a accès à travers la province. OK. Mais c'est ça. Et puis, ça va être versé dans ton dossier de citoyen, finalement, québécois. Ah, Et puis, si jamais, mettons, moi, j'ai un gros accident, puis que je suis un petit peu légume, ben, tu peux avoir déterminé que, je sais pas, moi, si tu fais de l'Alzheimer ou whatever, que tu veux pas être maintenu en vie avec des soins agressifs, là, inutiles, là, que ça change rien, sauf prolonger ta légumerie, on va le dire de même. Ben, ça va être dans le dossier, puis bon, ben, si toi, tu as déterminé maintenant que, OK, en cas, mais ça, c'est tout très détaillé. Il faut aller sur la RAMQ puis aller voir qu'est-ce que c'est. Et puis, tu peux remplir ça. Ça va être mis à la RAMQ. Fait que si jamais tu es dans un hôpital quelconque, puis que, tu sais, des fois, les enfants d'une personne âgée, là, ils veulent les tirer. Tu sais, ils veulent pas qu'elle parte, mais la personne souffre. Mais elle maintient en vie parce qu'elle n'a plus le contrôle de sa décision. Mais toi, tu vas l'avoir pris, cette décision-là, avant. Fait que personne ne va pouvoir la changer puis te prolonger dans une souffrance et l'état de légumes. C'est respectueux. Ben, c'est de la dignité. C'est respecter la volonté de la personne elle-même. Moi, je sais bien que en cas d'incapacité, je veux pas finir comme une plante qu'on oublie dans un coin. Mais moi, j'ai jamais signé de papier par rapport à ça. Là. Mais c'est nouveau de cette année. Okay. La loi vient de changer cette annne. OK, bon. Informe-toi sur la RAMQ. OK, je savais pas ça. Tu vas pouvoir déterminer quels soins peuvent être donnés en cas de telle circonstance. OK. Mais il me semblait par rapport aux maladies ces maladies-là vont être incluses aussi. Alzheimer, là, tu sais, genre, c'est neurologique, ça, je pense que oui. C'est de la dégénération. Dégénération. Neurologique. Que tu peux décider, là, je sais même pas si c'est passé ou pas, mais de pouvoir décider à l'avance, de dire, moi, quand je vais être rendu à tel niveau, là, ben là, je vais l'avoir, l'accès à l'aide médicale à mourir. Là, ben, je pense que t'as ça dans ce document-là. OK, bon, c'est ça. OK, parfait. Fait que c'est nouveau. On n'entend pas beaucoup parler de ça. Non, pas tant. Je pense qu'on entendait plus parler quand ils voulaient prendre la décision de passer cette loi-là, mais je ne savais même pas que c'était passé. C'est passé, là? Oui, c'est institué, je pense, depuis février, mars, dans ce coin-là. OK. Depuis un bout, c'est pas nouveau, là. OK. Bon, ben, je l'ai manqué. Ben, oui. Ben, il y en a pas tellement des affaires. Hey, là-dessus, ça fait un bon bout là, qu'on jase. Va falloir... On parle, on déparle. Ouais, on va arrêter ça là pour cette semaine. Je pense que... Bon, dernier point? Un dernier point, si vous voulez soumettre votre candidature pour devenir membre de notre communauté religieuse Boomers, on va prendre des souscriptions. Oui. Oui. Ben, puis... Faites comme vous voulez. On aime le cash. Puis, on va vous donner notre compte PayPal là, pour déposer dedans. Je sais pas, ça marche comme ça? J'en ai aucune espèce d'idée. Puis on va se trouver un numéro là, pour faire des reçus. Oui, on va partir de notre religion. Ouais, on va partir de notre religion. Comment est-ce qu'on va s'appeler? Les Boomers. Oui, mais ça prend un boomer, c'est non, je le sais. C'est trop simple. On se trouve un nom, on vous dit la semaine prochaine. Ouais. On va essayer. En tout cas, mais vous pouvez toujours nous en soumettre un si vous non. Si vous nous écoutez et que vous voulez coopérer, vous pouvez sous contribution soumettre un nouveau nom. C'est ça. Si vous soumettez un nom, vous envoyez un chèque. Sinon, on ne va pas le savoir. Là. Tu sais, je veux dire, à quelque part, là, on n'a pas de besoin. Là. Trouver des noms, on est capable d'en trouver tout seul. Si vous voulez qu'on vous écoute, payez-nous. Bon, et là-dessus, man, je te souhaite une bonne semaine. Et on s'en parle la semaine prochaine. Hey, Sylvain va sûrement être avec nous autres la semaine prochaine. Ah, OK. Ben, Sylvain est toujours intéressant. Ouais. Alors, merci. Bonne semaine. Bonne semaine, tout le monde. Salut, là.